Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. Nous accueillons sur notre plateau aujourd'hui Angéline Billot, écrivaine et poétesse des Alpes de Haute-Provence qui a écrit 3 livres, Les enfants de Pachamama en 2020, Paroles de lumière en 2023 et Paroles du féminin sacré en 2024. Bonjour Angéline. Bonjour Romain et bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, je suis enchantée d'être là. Merci de m'accueillir. C'est un vrai plaisir de t'accueillir au sein du studio. Alors, on parlera de tes 3 livres au cours de l'émission, mais j'aimerais qu'on revienne tout d'abord aux origines de cette passion, de ta passion des mots. Comment est né cet amour de la littérature, des livres ? Alors, ça n'a pas été trop compliqué pour moi parce que mon âme a fait un excellent choix de famille avec une maman grande lectrice. Donc, j'ai très rapidement pu accéder à sa bibliothèque et à tous ses livres, ses collections de livres. Elle nous emmenait régulièrement à la bibliothèque aussi. Donc, elle a partagé avec nous sa passion de la littérature. Quand je dis avec nous, c'est ma sœur et moi. Et puis, elle-même venant d'une famille de littéraires avec mon grand-père qui était aussi un grand lecteur. Et surtout une figure qui a rapidement beaucoup compté pour moi, même si je ne l'ai jamais connu, mais à travers la transmission de ses livres et la découverte de ses livres, mon grand-oncle, Marcel Le Barbier, qui était journaliste au Journal de l'Humanité et qui était poète également, et qui s'inscrivait en conscience dans la tradition de la poésie lyrique, celle dans laquelle je m'inscris aujourd'hui. Mais évidemment, quand j'étais petite fille et que j'ai découvert les poèmes de mon grand-oncle, je n'avais pas pris conscience de cette lignée dans laquelle j'allais plus tard m'inscrire. Donc, comme tu as dit, recueil de poésie de ton grand-oncle Oui. qui t'a inspiré, qui t'a donné cette envie. Mm. Il y a d'autres autrices et d'auteurs aussi qui t'ont donné envie Oui. de lire ou même d'écrire. Oui, tout à fait. Alors en fait, il y avait déjà évidemment les livres partagés par ma mère. Elle, c'est une grande admiratrice de la littérature russe. Donc du coup, avec ma mère, je suis partie sur des auteurs comme Dostoïevski ou Tolstoï qui ont rapidement compté pour moi. Et puis après, c'était surtout au départ la littérature classique, comme tous les élèves, je dirais, en France, à travers le programme et puis nos professeurs. J'ai eu la chance d'avoir un professeur qui m'a beaucoup inspirée quand j'étais au collège en 4e, et qui était un jeune professeur vraiment passionné, et qui a participé à la transmission de cette passion de la littérature, notamment la découverte, enfin pas la découverte, mais disons la découverte de poètes, voilà, comme Arthur Rimbaud, qui a vraiment été un grand coup de cœur pour moi en termes de découverte de poètes. Et puis après, très rapidement aussi, l'œuvre d'Émile Zola. Ça, c'était plus par rapport à mon grand-père, puisque c'était son auteur préféré. Balzac, et puis voilà, tous les grands auteurs classiques, mais bon, parce que l'école, à cette époque, et encore aujourd'hui au lycée, transmet principalement de la littérature classique. Après, arrivé au lycée, comme tous les élèves, comme tous les lycéens, on va plus vers la littérature moderne. Là, on va être sur des auteurs comme par exemple Jean-Paul Sartre ou Boris Vian, et on fait encore des belles découvertes. Et puis après, aussi un grand tournant pour moi, parce que j'ai eu la chance d'avoir aussi un professeur, un jeune professeur passionné en terminale, la découverte de la philosophie, et cette fois-ci des philosophes, grâce à ce professeur. Et est-ce que tu t'es dirigé vers des études littéraires ? Et oui, parce que alors j'étais ce genre de jeune élève, disons... on va dire, un peu borné, dans le sens où je voulais pas entendre parler de mathématiques, et que pour moi, il n'y avait que la littérature qui comptait dans la vie. Donc j'étais une grande passionnée, et je n'envisageais pas autre chose que des études dans ce domaine-là. Par contre, mon prof de philo m'a fait vachement hésiter, parce qu'il m'a tellement fait adorer la philosophie à travers sa passion, que du coup, j'ai choisi de faire une prépa, qui me permettait de continuer à avoir cet enseignement à la fois de la philosophie, de la littérature. C'est un type de prépa un peu particulier où on a les deux, quoi, philo et lettres. Il y en a peu en France, et j'ai eu la chance, moi, donc que j'ai grandi en Normandie, d'avoir accès à ce type de prépa au lycée Malherbe à Caen.
Et au bout des 2 années de prépa, il a fallu quand même que je fasse un choix. Et là, j'ai repris le choix de mes anciennes amours, qui était celui de la littérature. Donc j'ai continué jusqu'au DEA. Donc j'ai un DEA de littérature. Et pourquoi plus le choix de la littérature? Parce que j'avais envie de découvrir des auteurs qui nourrissent l'écriture, qui était en parallèle, évidemment, depuis toute petite, ma grande passion. Et donc tu t'es tournée vers l'enseignement Ouais, ensuite. voilà. Après, bon, bah, le truc très classique, la suite classique, l'enseignement, dans une famille d'enseignants, du côté de ma mère, hein, avec toute une tradition d'enseignants. Mais moi, je pense que les ancêtres ont un petit peu poussé par là, mais en même temps, c'était aussi chez moi un appel très fort, un goût vraiment très très fort de la transmission qui me poursuit tout le temps en fait. Tu enseignes encore aujourd'hui. Tout à fait. Encore aujourd'hui. Et oui. Quelles sont tes influences littéraires aujourd'hui pour tes créations, Ouais. des personnes qui t'inspirent? Alors aujourd'hui, en fait, ben, j'ai ouvert un peu l'horizon, on va dire, parce que entre temps, enfin depuis que je suis toute petite, et puis ça m'a toujours accompagnée. J'ai toujours été d'abord une enfant mystique et puis ensuite appelée par la spiritualité. Par exemple, la philosophie m'a permis de mettre un petit pied dans la spiritualité avec des auteurs comme Platon, par exemple. Et puis après, bah, j'ai fait mes découvertes personnelles et j'ai découvert que la spiritualité pouvait aussi être, je dirais, à la croisée de la littérature à travers des œuvres, avec des auteurs comme Rumi. Donc là, je pense à son recueil Soleil du réel, mais bon, il y en a plein d'autres. Ou encore Khalil Gibran dans Le Prophète, qui est un recueil de poésie. Et puis également des essais, comme celui de Clarissa Pinkola Estés avec Femme qui court avec les loups, qui a beaucoup compté pour moi. Ou l'essai Sorcière de Mona Chollet aussi. Mona Chollet vraiment est une essayiste qui m'accompagne dans l'écriture de mes manuscrits depuis quelque temps. Et enfin, une grande figure de la littérature, alors elle, c'est à travers ce qu'elle appelle des... C'est un mélange entre l'essai et l'autobiographie. Une autrice contemporaine qui compte beaucoup pour moi et qui m'inspire énormément, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, c'est Annie Ernaux. Voilà. Et notamment l'ouvrage qui a sans doute le plus compté pour moi d'Annie Ernaux, La femme gelée. On a parlé de littérature. Est-ce que tu as d'autres influences hors littérature? Alors, le cinéma, musique oui, alors évidemment, hein, j'adore la culture en général, donc bien sûr, je vais adorer le théâtre, je vais adorer la musique, je vais adorer le cinéma. L'influence la plus récente par rapport au manuscrit qui est en cours, là, que je suis en train d'écrire actuellement, et qui parle du rapport des femmes au monde. Hein. D'ailleurs, il y a un fil conducteur dans tout ce que j'écris, dans toute mon écriture. Le fil conducteur, c'est vraiment les femmes, enfin la femme, le féminin, le féminisme, si vous voulez, voilà. Si on veut, pour ceux qui veulent. Et la dernière influence directe en termes de cinéma, ça a été Judith Godrèche, qui m'a beaucoup accompagnée dans l'écriture de mon manuscrit, le dernier manuscrit en date, voilà, où je mets vraiment en avant ça, le rapport des femmes au monde, sous forme d'essais autobiographiques un peu influencés par justement la forme des livres d'Annie Ernaux, qui parle beaucoup des femmes dans son œuvre. Et Judith Godrèche, d'autant plus que ça a été une rencontre fondamentale, puisque j'ai participé à son court-métrage, qui s'appelle Moi aussi, et justement dans lequel elle fait tourner à peu près 1000 figurantes, femmes, qui interviennent soit en tant que victimes de violences par rapport au statut de femme, soit en tant que femmes créatrices qui s'intéressent justement aux problématiques féminines. Donc par exemple, sur le tournage, parmi les figurantes, il y avait des comédiennes, il y avait des femmes scénaristes, il y avait des femmes réalisatrices, il y avait des créatrices, quoi. Donc c'était un moment magique et très important. Et est-ce qu'il y a des influences musicales? Oui, bien sûr. Alors, dans les influences musicales, il y a tout ce que j'écoute forcément, bien sûr. Et puis après, j'ai remarqué que tout au long de mes manuscrits, en fait, il y a des ouvrages, des musiques qui reviennent, ou des chansons qui reviennent, qui m'accompagnent à ce moment-là. Et par rapport au dernier manuscrit, c'était principalement des chansons, puisqu'il parle beaucoup des femmes,
et du rapport des femmes au monde. Beaucoup de chansons un peu manifestes, entre guillemets, comme celle d'une chanteuse que j'admire qui s'appelle Mathilde, qui est une chanteuse française de la scène française contemporaine, une jeune chanteuse française contemporaine qui est géniale, Mathilde, ou encore Solane, dont j'adore aussi le parcours musical. Et puis après, on va aller sur des chanteuses plus influencées d'origine, par exemple, sud-américaine. Voilà, ce genre de... Ça, c'est celle qui m'accompagne depuis, on va dire, 2 ans à peu près. On parle de musique. Et oui. Je pense que c'est le moment d'écouter une première musique que tu as choisie. Allez, trop chouette. Une première des 3 que tu as choisie. Donc La Loba, de la chanteuse La Chica. C'est bien ça. Pour quelle raison tu as choisi celle-ci ? Alors déjà, l'Amérique du Sud, assez curieusement, parce que je n'y ai jamais mis les pieds, mais c'est un de mes rêves, ça, d'y aller, m'accompagne dans ce que j'écris depuis un petit moment. On le voit avec les enfants de Pachamama, par exemple, parce que Pachamama, c'est une référence à la mère Terre dans certaines ethnies d'Amérique du Sud et principalement d'Amazonie. Et la loba, c'est la louve en espagnol. Et la louve, c'est pareil. Elle est très présente dans tous mes ouvrages. Et on va la retrouver dans tous mes ouvrages. Elle m'accompagne. C'est un archétype animal qui a une signification qui résonne chez moi. Et donc, évidemment, quand j'ai découvert la Chica, donc une interprète mais incroyable, et une femme libre, une femme sauvage, une créatrice, une grande créatrice, très talentueuse, et donc la Loba, évidemment, ça s'imposait, bien sûr. On en parlera dans la deuxième partie de l'émission de l'archétype de la louve. Mais tout de suite, on écoute La Chica avec la chanson La Loba, et vous êtes sur KTB Radio, la radio du peuple. Soy la que manda, soy la que sabe, anciana leyenda, alma salvaje, yo soy la que sana. Me conoces, ¿no? Me llevas en ti. Vivo entre dos mundos cuando siembro profundo. I pick up the bones, I pick up the bones, loba. I pick up the bones, I pick up the bones, loba. Recojo los huesos, loba. Recojo los huesos, loba. Deja la maga ver, deja la magia ser. Despierta, libera tu rabia. Recuerda la esencia, ver. Recuerda por qué. Siglos y siglos y siglos suena la voz del silencio. Ya no más. I pick up the bones, I pick up the bones, loba. I pick up the bones, I pick up the bones, loba. Recojo los huesos, loba. Recojo los huesos, loba. Crece la rabia, transformo la furia, mi rabia, mi fuerza, mi rabia, mi fuerza. Puedo curar, curandera, me dicen, recojo tu hueso. Curandera, me dicen, le canto a tu cuerpo, recojo tu hueso. Le canto a tu cuerpo, recuperas piel. Le canto a tu cuerpo, recuperas piel. Vuelve el soplo, vuelves a la vida, vuelves a la vida, vuelves a la vida.
Et nous sommes de retour sur KTB Radio avec pour invité Angéline Billot, écrivaine et poétesse des Alpes de Haute-Provence. Alors Angéline, dans cette deuxième partie de l'émission, on va entrer dans tes ouvrages, découvrir tes 3 créations, tes 3 livres. Donc comme j'ai dit en introduction, Les enfants de Pachamama en 2020, Paroles de lumière 2023 et Paroles du féminin sacré en 2024. Alors, Les enfants de Pachamama de 2020, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Quelle était ta motivation? Bon, alors, là, je vais parler de choses très curieuses, mais au départ, Pachamama, je me suis réveillée une nuit et c'est un mot, en fait, qui m'est arrivé dans un rêve. Bon, mais je ne savais pas du tout ce que c'était, mais par contre, j'ai eu tout de suite envie d'écrire un livre avec ce point de départ, sans savoir ce que c'était. Donc, je me suis lancée. Il faut savoir que j'écris... les écrivains ont plusieurs méthodes de travail. La mienne, c'est vraiment celle de l'écriture intuitive. J'écris chapitre après chapitre et je vois un petit peu ce qui se dessine au fur et à mesure. Et bien sûr, au fur et à mesure, évidemment, je construis, on va dire, l'intrigue, etc. Mais je pars vraiment en mode lâcher prise totale. Et je me suis assez rapidement, j'ai compris assez rapidement que l'objectif de ce livre, ça allait être la transmission de formes de sagesse universelle, parmi lesquelles va se trouver évidemment la sagesse du peuple amérindien. Et Pachamama, c'est en particulier les ethnies, certaines ethnies d'Amérique du Sud et en particulier liées à la forêt de l'Amazonie, à l'Amazonie en fait. Et donc leur forme de sagesse et puis celle des Amérindiens en général, que j'avais envie de partager et de transmettre. Mais pas seulement, en fait. Quand on lit le livre, on voit qu'il y a d'autres formes de sagesse parce qu'on retrouve des traits universels, en fait. Et c'est surtout l'envie de partager avec les plus jeunes, et notamment les plus jeunes qui se posent plein de questions existentielles. Il y a un côté philosophique aussi dans ce roman. En fait, c'est le livre que moi, j'aurais aimé avoir quand j'étais adolescente par rapport à toutes les questions existentielles que je me posais. Et je ne suis pas la seule jeune, enfin à l'époque ou encore maintenant parmi les jeunes qu'il y a aujourd'hui, à se poser plein de questions existentielles. Donc une autre façon de considérer la Terre, oui, l'amour de la spiritualité aussi. C'est ça, ouais. Une autre conscience de la Terre très fortement inspirée par celle des Amérindiens. Avec, moi j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs Amérindiens dans le cadre de rencontres initiées par une association qui s'appelle... la Mère Terre, la Mère Terre, avec Lilia Ayala, qui est une Amérindienne qui vient d'Amérique du Sud, et avec lesquelles j'ai eu des discussions très intéressantes, dans lesquelles ils ont partagé leur sagesse, dont celle de ne pas oublier le lien qu'on a à la Terre, qu'ils considèrent vraiment comme une mère. Pour eux, elle est comme une mère, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'amour... qui va au-delà d'une représentation cartésienne. C'est vraiment un lien qui va du cœur au cœur, vraiment celle de l'enfant pour la mère, et dont ils ressentent l'amour maternel. Voilà. Donc par exemple, Lilia me disait que tous les matins, la première chose qu'elle fait quand elle se lève, c'est qu'elle va dans son jardin, elle touche la terre et elle la remercie. Angéline. Oui. Tu as souhaité lire un extrait de cet ouvrage pour les auditrices et les auditeurs. Oui. Un passage qui se trouve dans la partie Femmes sauvages et indomptables. C'est ça. Alors déjà, pour quelle raison ce passage-là et pas un autre? Alors c'est un de mes passages préférés parce que justement, c'est un des passages dans lequel j'ai imaginé l'archétype de la louve qui prend la parole et qui va transmettre aux humains la sagesse du peuple des loups.
Alors moi, je pars beaucoup sur... mes ouvrages sont beaucoup dans l'imaginaire, la fiction, le fantastique. Et en fait, quand j'écris, je retrouve un petit peu l'enfant intérieur qui s'amuse à imaginer que oui, une louve, ça peut te parler. Voilà, donc... et que la louve, en tant que représentante de son peuple, va avoir une forme de sagesse particulière. Donc ça, c'est très inspiré par la spiritualité, la sagesse amérindienne, évidemment, qui partagent la sagesse de leurs animaux totems. Voilà. Donc j'ai essayé d'imaginer si on rencontrait l'archétype de la louve, l'animal totem de la louve, ce qu'elle nous dirait, qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire qui pourrait nous inspirer. Donc tu as amené le livre avec toi. Tout à fait. Tu vas nous lire un petit extrait. On t'écoute. Et c'est parti. Une voix douce s'éleva dans les airs, accompagnée par l'écho de la flûte lointaine. Je suis la louve. Je viens te rendre visite pour partager ma médecine avec toi, fille aux yeux noirs, fille du peuple libre, fille du peuple mystère. Toi et moi avons beaucoup de points communs, car le sang manouche coule dans tes veines et tu en es fier. Comme mon peuple, ton peuple a souffert 1000 maux à cause des cœurs sombres. Comme mon peuple, on a essayé d'asservir ton peuple. Comme mon peuple, ton peuple est libre. La nature est notre maison. Terre-mère est notre mère. Elle nous nourrit et nous offre le gîte. Il n'y a pas de plus belle nuit que les nuits à la belle étoile. Nous courons. Nos meutes cherchent de nouveaux territoires pour pouvoir nourrir nos petits. Les cœurs sombres n'ont pas réussi à nous enfermer, car la liberté est notre plus grand trésor. Nous ne voulons pas avoir, nous voulons être. Nous voulons sentir le vent, l'eau, les arbres, l'herbe, le soleil, la lune. Vivre. Nos yeux étincelants scrutent la nuit. Nous sommes aidés par la lune. Et comme tout ce qui est associé à la nuit, nous faisons peur aux cœurs impurs. La peur est dans leur cœur. De la peur naît la haine. De la peur naît la destruction. Nous aimons la nuit, car c'est alors que nous voyons le mieux. Chéris la nuit, car c'est la nuit que ton cœur voit. C'est la nuit qu'il entend. C'est la nuit qu'il ressent. Fais confiance à ton âme et fais taire ton intelligence. La vraie intelligence n'est pas celle que l'on croit. Arrête de réfléchir, arrête de ressasser, oublie le passé et fonce. Fonce avec ton cœur pur, fonce et sois libre et honnête, sois vrai. Écoute tes alliés, écoute la lune, écoute les torrents, écoute les saisons, écoute le vent, écoute la pluie, écoute les oiseaux, écoute les nuages. Ne laisse jamais personne dompter ta nature sauvage. Là est la liberté, là est la vérité, là est le bonheur. Merci, Angéline, pour cet extrait, You're ce welcome. passage. Tu parles anglais, en plus? Oui, bien sûr. On va aborder le deuxième ouvrage, Paroles de lumière. Alors, il y a un lien avec la période Covid, un lien lointain. Oui. Avec la période Covid et de confinement. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Alors en fait, l'idée de celui-là, cette fois-ci, il s'agit d'un recueil de poésie. Au départ, j'avais envie de partager sur les réseaux mes poèmes, dans l'idée, alors qu'on était en confinement, donc tous, chacun chez soi, à affronter ses peurs dans la solitude. Donc ça pouvait être un moment vécu difficilement par certains. Et j'ai vraiment eu l'envie d'apporter une petite goutte de lumière ou un petit moment de réconfort, en fait, à travers mes poèmes. Là, on va avoir des poèmes vraiment dans le réconfort, dans quelque chose de très enveloppant, cocooning. Et l'idée, c'était celle-là. C'était d'aider, en fait, à traverser ce moment d'obscurité. Et comme je pouvais pas voir les gens, évidemment, donc je me suis dit, à travers les réseaux sociaux, on va faire quelque chose une action, on va dire, vertueuse dans les réseaux sociaux. Et donc voilà, ça c'était l'idée principale. Et après, je voulais pas en faire un recueil forcément, et c'est une amie à moi qui s'appelle Johanna, qui un jour m'a dit que je devrais en faire un recueil parce que on n'est pas toujours sur nos téléphones ou nos ordinateurs et on n'a pas forcément envie de lire de cette manière. On a envie de retrouver le format papier, voilà.
Et je me suis dit que c'était une super bonne idée. Donc c'est on va dire, du conseil de Johanna que m'est venue l'idée d'en faire un recueil. On la salue. On la salue, Johanna. Si elle nous écoute. Et on lui dit merci à cette petite cocotte. Donc c'est un recueil de poésie. Mm. Il y a des liens, je suppose, entre les différents recueils, Oui. Ouais, différents poèmes, pardon. ouais. Bah, le lien, en Il a- fait, c'est ça. Le lien, c'est vraiment l'objectif de réconforter, quoi. Voilà. Donc tu as voulu aussi, choisi de lire un extrait de cet ouvrage, Mm. Le legs des ancêtres. Oui, ouais. Pourquoi celui-ci? Alors là, j'avais envie de partager quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qu'on retrouve aussi dans beaucoup de sagesse universelle, dont par exemple celle des Amérindiens, mais pas seulement. On va retrouver ça également dans beaucoup de sagesse asiatique, qui est celle de la reconnaissance et de la gratitude vis-à-vis de nos ancêtres. Et ça, c'est quelque chose, vraiment une chose à laquelle je tiens énormément. D'abord, quand j'étais petite fille, j'avais un amour vraiment profond pour notamment ma grand-mère maternelle qui a beaucoup compté pour moi, ma grand-mère Jeanne, et mon grand-père aussi du côté maternel, mais aussi du côté paternel bien sûr. Mais j'avais vraiment un lien très fort avec ma grand-mère Jeanne, et à travers elle, tous ceux qui ont précédé, et grâce auxquels je suis ici et je suis celle que je suis. C'est-à-dire que, bon, évidemment, je suis celle que je suis, je me suis construite, j'ai une identité singulière, mais je reconnais bien que cette identité, elle est aussi, bien sûr, nourrie par toute cette filiation d'ancêtres divers et variés, parmi lesquels, donc, ce grand-oncle poète, par exemple, entre autres. Voilà. On t'écoute pour Allez, cet extrait? C'est parti. Le legs des ancêtres. Le legs des ancêtres. Donc là, c'est un poème. Alors, belle âme, souviens-toi de ce que tu dois à ceux qui ne sont plus là. Ils sont toi et tu es eux. En toi leur sang coule, en toi leur histoire marche. Et tu leur parles car ils t'entendent. Tu leur dis merci pour le legs. Legs de don, legs de sensibilité, legs de poète, legs de terre, legs d'humilité, legs d'enseignant, legs de peintre. Et tu te souviens de ce que tu sais. Une lignée de femmes qui t'a offert en partage tendresse maternelle, élégance, cheveux sombres, peau de terre, yeux d'oiseau. Et puis tu prends aussi les mystères, les questions sans réponse, l'enfant abandonné dont on ne connaît pas le père. Ces silences inavoués autour des ancêtres honteux, tous ceux qu'ils rejettent et que tu accueilles dans ton cœur, car tu sens que tu es celle qui les reconnaît et qu'ils sont ceux qui se reconnaissent en toi. Ils t'ont donné cet air d'étrangère, l'apparence de celle dont on ne veut pas, celle qu'on regarde de travers, celle qui est louche, celle qui vient de l'inconnu, celle dont on se méfie, celle qu'on juge, celle qu'on rejette, la sorcière, la maigrichonne, la bronzée, la ratée, la bizarre, la trop sensible. Justement, c'est celle que tu es, et dont tu es fière, la différente. Tu sais qu'elle vient d'ailleurs, un ailleurs inavouable, une femme qu'on cache dans le silence de la maison, car elle est celle qui fait honte. Elle est celle qui vit, elle est celle qui danse, elle est celle qui voit au-delà. Elle fait du tapage, elle s'habille en rouge, elle danse et chante et crie. Elle a de longs cheveux noirs. Son sang est trop rouge, comme sa bouche maquillée et la fleur dans ses cheveux. Elle tape du pied et n'a pas de maison. Elle refuse de rentrer dans le rang. Elle clame sa différence, mais elle sombre dans l'oubli. Comme tous les aïeux venus d'ailleurs, un ailleurs qui fait peur, car il cache bien des violons, des cartes et des terres inconnues, lointaines, trop lointaines. Il cache des guérisseurs, des poètes et des sans-le-sou, des semelles de vent, des tziganes et des juifs, des sans-nom et des sans-père, tous ceux que tu accueilles en ton sein. Les ancêtres nous donnent aussi le legs dont il faut se défaire. Celui-là, tu le laisses à la poésie, à la peinture, à la danse, au vent, aux nuages, aux rivières, à la terre. Et ce legs de tristesse, de pleurs, de défaite, de mal-amour, de trop-amour, de pauvreté, le lien qui empêche d'être soi, l'archange est là pour le couper net du tranchant de son épée. Le lien malsain tombe à terre, et notre mère à tous l'accueille dans ses bras noirs. Elle le prend dans sa grotte pour l'aimer
et l'éclairer de sa lumière, tel un enfant mal aimé. Ainsi, un nouveau moi est né. Belle âme, désormais, tu sais qui tu es. Tu es toi-même, reconnaissante pour le legs de lumière, libérée du legs sombre. Emplie d'amour pour les ancêtres, qui sont à l'intérieur de toi, sans être totalement toi. Merci encore une fois, Angéline, pour cette lecture. De rien. On va écouter une chanson qui est en lien Et oui. avec le poème. Ouais. Une chanson qui s'appelle Ederlezi Oui. du groupe La Daniva. C'est ça. C'est bien ça, je me suis pas trompé. Mhm. Quel est ce lien entre cette chanson Alors, et je le poème parlais du legs des Tziganes. Ça, c'est ma filiation paternelle, avec du côté paternel des ancêtres nomades, des ancêtres sans le sou, c'est-à-dire une grande précarité, des affûteurs de couteaux. Donc, les Tziganes sont, entre guillemets, pour ceux qui ne connaissent pas, les gitans du Nord. Bon, qui se sont sédentarisés. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais donc bref. Donc, une filiation un peu singulière. Et Ederlezi, c'est un chant tzigane que j'ai découvert dans le film d'Emir Kusturica, Le temps des gitans. Et après, j'ai découvert la version du groupe franco-arménien La Daniva, qui est vraiment un groupe vraiment merveilleux, que j'ai eu la chance d'entendre d'ailleurs en direct au Théâtre Durance l'été dernier. Et vraiment, alors, j'adore ce qu'ils font. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des chansons qui m'accompagnent dans ma création, qui m'inspirent énormément. Et avec eux, et surtout cette chanson-là, avec une interprétation magnifique de ce groupe, j'ai vraiment l'impression d'entendre la voix de mes ancêtres paternels. Et on va écouter tout de suite cette inspiration. Ah oui, avec joie. Ederlezi du groupe La Daniva. Et restez avec nous sur KTB Radio.
On laisse les applaudissements. Et vous êtes toujours en compagnie d'Angéline Billot, écrivaine et poétesse. On va parler maintenant du troisième livre que tu as écrit, Paroles du féminin sacré. Alors, est-ce qu'on peut rappeler tout de suite, et avant de parler du livre, ce qu'est le féminin sacré ? Tout à fait. Alors, depuis, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la thématique féminine, le rapport des femmes au monde, m'accompagne dans toutes mes œuvres. Il est présent partout. Donc, par exemple, dans Les Enfants de Pachamama, c'est une héroïne féminine qui va partager son lien au monde, sa façon d'être en tant que femme. Paroles de lumière, c'est un peu plus ouvert, mais il y a quand même aussi pas mal de poèmes qui sont inspirés par, pareil, toujours cette même problématique. Et évidemment, Paroles du féminin sacré, au bout d'un moment, ça s'est quand même imposé assez fortement à moi. Donc, dans la lignée de l'écriture lyrique, de la poésie lyrique, qui correspond à une écriture intuitive, assez rapidement, j'ai commencé à écrire des poèmes inspirés par des archétypes féminins qui représentent le féminin sacré. Alors le féminin sacré, on va trouver plein de définitions diverses et variées. Je vais vous donner la mienne, c'est-à-dire comment je conçois ce qu'est le féminin sacré. D'abord, dans une représentation du monde inspirée par la sagesse amérindienne, il n'y a aucune hiérarchie entre toutes les créatures vivantes, que ce soit le minéral, par exemple l'homme, l'être humain. Dans une représentation occidentale, on va considérer que l'être humain est tout en haut de la pyramide. Et on va avoir une vision pyramidale et hiérarchique du monde. Les Amérindiens, non. Ils vont avoir une vision égalitaire. Donc pour eux, le règne minéral, le règne animal, le règne végétal et le règne humain sont vraiment à égalité. Et à l'intérieur du règne humain, il n'y a pas de différence hiérarchique entre l'homme et la femme, ce qui n'est pas le cas dans la représentation de nos sociétés patriarcales en Occident. Donc on est vraiment dans ce type de société patriarcale. Donc avec le féminin sacré, l'adjectif sacré, on pourrait le considérer comme redondant ou inutile. Parce que, par exemple, d'après les Amérindiens, tout ce qui est de l'ordre du vivant, donc ce que je viens de dire, dans le vivant, par exemple, ils considèrent même les roches, les minéraux, tout ce qui est du règne minéral, tout ce qui est de l'ordre du vivant est sacré. Donc on pourrait dire le règne minéral sacré, le règne végétal sacré, etc., etc. Donc bien entendu, dans ce sacré, il y a le masculin sacré pour faire prendre conscience que l'être humain, l'homme, celui qui porte la polarité masculine principalement, est sacré. Et bien entendu aussi, au même titre, le féminin, comme également l'animal est sacré. On ne devrait pas avoir besoin de dire le masculin sacré ou le féminin sacré. C'est inutile, c'est redondant, c'est aberrant. Sauf que le problème, c'est que dans nos sociétés patriarcales, comme il y a eu très rapidement depuis notamment l'Antiquité, introduction de notions hiérarchiques et d'infériorité de la femme dans la société, la notion de sacralité de la femme a disparu finalement. Et c'est à nous de reprendre cette conscience que le féminin est sacré au même titre que tout le vivant en fait. Et quand je dis c'est à nous, on a une responsabilité commune. C'est-à-dire c'est aux hommes de leur côté de reconnaître le sacré de leurs compagnes féminines, leur mère, leur sœur, leurs compagnes, leurs amies. Et donc ça veut dire les respecter en tant qu'êtres sacrés. Et c'est aussi aux femmes de porter cette responsabilité de se faire respecter. Donc pour moi, il y a cette notion aussi de limite et de se faire respecter en allant au-delà des rôles assignés dans la société patriarcale, qui peuvent être donc le rôle par exemple d'épouse ou de mère, qui va être le rôle principal assigné dans la société patriarcale. Et la femme doit montrer qu'elle est sacrée en sortant de ces rôles assignés et en retrouvant, je dirais, sa sauvagerie, entre guillemets. Ça, c'est l'essayiste dont j'ai parlé tout à l'heure, Clarissa Pinkola Estés, qui l'explique très bien dans Femmes qui courent avec les loups. Et quand elle parle de sauvagerie, c'est tout simplement sa part de créativité. Donc, qui va se retrouver dans, ça peut être par exemple une femme qui va s'épanouir en dehors du foyer domestique. Donc, pour certaines femmes, ça va être
pour moi, par exemple, ça va être la poésie, l'écriture. Pour d'autres, ça sera le chant. Pour d'autres encore, ce sera la couture. Ou pour d'autres, j'en sais rien, ça sera le sport. Bref, tout ce qui va lui permettre de s'épanouir en tant qu'être sacré en dehors du foyer domestique. Donc ça, c'est ma vision des choses. Évidemment, il y a d'autres représentations du féminin sacré. C'est la mienne. Donc, encore une fois, tu as souhaité lire un petit extrait, un poème Ouais. qui s'appelle et qui se nomme Marie-Madeleine. Et oui. Pourquoi celui-ci ? Alors Marie-Madeleine, parce qu'en fait, ce recueil est principalement constitué d'archétypes féminins qui égrènent ou qui parcourent justement le chemin des femmes dans leur prise de conscience, dans leur conscience de leur sacralité en tant que femme. Ou pour les hommes aussi, ça peut être pour les hommes qui souhaitent développer leur part féminine également, bien sûr. Donc part intuitive, part très reliée à la nature, à la terre. Et Marie-Madeleine est un de ces archétypes parce que c'était une femme libre, une intellectuelle à une époque où on était dans des courants traditionnalistes de l'église chrétienne, de la première église chrétienne, où la femme n'avait pas voix au chapitre, n'avait pas le droit de s'exprimer par rapport à la spiritualité chrétienne et était réduite à son rôle domestique. Marie-Madeleine est une de ces figures féminines qui a refusé cette assignation et qui a voulu montrer qu'une femme, ça pouvait être aussi une grande intellectuelle et aussi une femme dotée d'une grande spiritualité et a accompagné Jésus dans leur désir de transmettre cette sagesse chrétienne qui n'a strictement rien à voir avec l'Église et la religion. On est là, j'insiste beaucoup là-dessus. Et ils ont voulu justement tous les deux introduire l'idée que la femme pouvait intervenir dans cette spiritualité au même titre que l'homme. Et Marie-Madeleine était une femme libre qui vivait dans la nature, dans la nature sauvage, dans des grottes, accompagnée de loups, qui avait un amour profond pour les oiseaux, pour la terre, et voilà, qui vivait libre, nomade également, et qui partageait cette forme de sagesse. Nous t'écoutons ? Volontiers. Alors c'est parti pour Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Il est venu le temps de célébrer les déesses oubliées, de célébrer la déesse en toi, car toute femme est divine créature. Cher ami, ne te sens pas délaissé. En tout homme comme en toute femme sont entrelacés le divin masculin et le divin féminin. Laisse aujourd'hui le féminin en toi s'exprimer. Il apportera au monde douceur et amour. Laisse couler tes larmes sans honte. Toi aussi tu as droit à la tendresse et tu as le droit d'être tendre. Il est venu le temps de célébrer la joie de l'élan vital, l'enfant qui court dans les jardins en quête d'œufs et de lapins au chocolat, se souvient de la fête du printemps, de la sève jaillissante des fleurs naissantes. Combien de naissances en ce mois pascal nous rappellent la vitalité des déesses oubliées qu'il nous faut célébrer. Jéshua n'était pas seul pour délivrer son message d'amour. À ses côtés, une femme d'une beauté resplendissante. Son regard amoureux enveloppait Maria Magdalena. Maria Magdalena, messagère de l'amour, avait appris le secret que tant de messagers ont révélé, et qu'il nous faut répéter, répéter et encore répéter, sans jamais se lasser. Ce secret n'en est pas un. Ce secret, c'est l'amour, que chacun trouve dans la coupe sacrée de son cœur. Il suffit de le chercher dans le silence, dans le souffle 3 fois répété, dans le corps, dans le cœur, dans l'âme, pour le retrouver. Maria Magdalena, illuminée d'amour, rayonne dans nos cœurs et transmet le secret de l'amour à qui veut bien l'entendre. Le peuple aux semelles de vent l'a accueillie et protégée, prenant dans le berceau de leurs mains la belle amoureuse de Jéshua, la déesse étoilée qui avait traversé les mers dans sa barque fragile. Et pendant des millénaires, le peuple de la poétesse a gardé dans son cœur la mémoire de la femme aimée et aimante qui nous enseigne le pouvoir du cœur. Et le temps est venu de redonner au cœur, de redonner à la femme, de redonner aux déesses, de redonner à terre-mère leur plein pouvoir d'amour. Merci pour toutes ces lectures. Avec Angéline. plaisir.
On va parler maintenant des couvertures. Oui. Il y a une personne que tu connais bien Oui. qui a réalisé ces couvertures. Alors, elle a réalisé les premières deux couvertures du deuxième et du troisième, les deux recueils de poésie. Et c'est tout simplement ma fille, Anna Braghini. Donc vous avez travaillé en collaboration Oui, tout à fait. et notamment, quand on s'est appelé au téléphone il y a quelques jours, celui qui faisait ressortir Ouais. plus pleinement tes œuvres, c'était le dernier ouvrage. Ouais, Paroles de Le- féminin sacré, ouais. Donc, est-ce que tu peux nous dire s'il y a des spécificités concernant cette couverture? Alors en fait, déjà, avec ma fille Anna, donc elle fait des études d'art en fait, aux Beaux-Arts. Et on a l'habitude, on mène quelques projets ensemble, avec son travail graphique et moi avec mes poèmes. Donc on fait des échanges comme ça, des petites correspondances, poèmes et elle, donc accompagnement graphique. J'ai demandé à mon éditeur s'il était OK que ce soit ma fille qui fasse la première de couverture. Il a dit bah ouais, pourquoi pas, parce qu'en fait les éditeurs travaillent avec leurs graphistes, normalement, en temps habituel. Mais comme là, il y voyait aucun inconvénient. Et j'avais envie de travailler avec elle parce que je savais que ma fille et moi, forcément, évidemment, on est vraiment exactement sur la même longueur d'onde. On travaille, son travail artistique et le mien sont très proches. En fait, il y a plein de liens. Et donc, elle m'a fait vraiment la première de couverture que si moi j'avais eu le même talent qu'elle, j'aurais faite. Donc je voulais des couleurs, je voulais quelque chose de vraiment bariolé, je voulais quelque chose qui rappelle l'univers graphique de Frida Kahlo, qui est une figure féminine du féminin sacré qui compte énormément. Et je voulais qu'elle parte sur une représentation qu'on trouve souvent qui accompagne souvent le féminin sacré. Donc on a là ici le vagin qui va être un lien aussi avec la grotte de la terre, les grottes dans la terre, donc le lien aussi avec la terre, l'utérus et l'apparition étrange d'un personnage comme ça, très mystique en fait, qui ressort de cette représentation, et des fleurs pour retrouver l'univers déjà féminin, et puis de celui de Frida Kahlo, et enfin le cycle lunaire également. Où peut-on trouver tous tes livres? Alors, on les trouve où on trouve d'habitude les livres, c'est-à-dire dans la plupart des librairies en France. Alors, comme j'ai été éditée dans une petite maison d'édition indépendante, il ne va pas forcément être en rayon parce que les livres édités dans des maisons d'édition indépendantes sont moins représentés, sont moins distribués, moins diffusés que ceux qui sont édités dans des grandes maisons d'édition classiques. Mais de toute manière, si vous ne le voyez pas en rayon, vous faites ce qu'on fait habituellement. On va voir le libraire, on lui donne les références et il commande le livre. Voilà. Et puis après, évidemment, ils sont aussi en vente sur les sites habituels, sur Internet, donc les grands sites. Je peux donner les noms ou pas là? Vas-y. Allez, donc habituels, donc Amazon, la Fnac, Cultura, voilà. Et ils sont aussi, bien sûr, en vente directement sur le site de la maison d'édition. Donc là, il s'agit de la maison d'édition Le Lys Bleu. Donc on les trouve directement sur le site de la maison d'édition. C'est parfait. J'aimerais maintenant qu'on aborde des sujets un peu plus vastes et larges concernant la poésie, Oui. et notamment sa perception. Certaines personnes peuvent la voir et la percevoir comme une expression enfantine ou adolescente, surtout, avec ce côté un petit peu fleur bleue, dans cet imaginaire collectif, où on écrit des poèmes lorsque l'on est jeune. Oui, une certaine forme de naïveté et d'innocence, on pourrait se la représenter comme ça, la poésie. Alors pourquoi pas, certains poèmes, c'est vrai, et c'est vrai que de toute façon, quand on écrit, on retrouve l'enfant intérieur en nous, Mais alors là, j'irai au-delà de ça, et je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que il y a aussi dans la poésie des poèmes très forts, qui peuvent même parfois être violents. Par exemple, moi, mes poèmes, ils sont pas toujours doux, en fait. Il y a aussi des poèmes où la colère, par exemple, l'énergie de la colère va traverser un poème.
quand on a envie d'exprimer l'injustice ou quand on a envie de s'engager dans un combat. Or là, évidemment, on a toute une famille de poètes dits engagés qui ont pris la plume pour s'engager pour des causes. Notamment, bon, je donne des exemples en vrac, mais on a Victor Hugo avec Mélancolia, dans lequel il prend sa plume pour défendre les enfants et s'inscrire évidemment contre le travail des enfants au XIXe siècle. Ou des poèmes dans lesquels il va s'inscrire, il va s'engager contre la guerre. Et puis après, évidemment, ou des poèmes comme ceux de Baudelaire dans lesquels il va prendre fait et cause pour l'homosexualité à une époque où c'était vraiment extrêmement compliqué. Ou enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale, des poèmes comme Liberté de Paul Éluard René Char aussi. Et René Char également, le poète René Char. Donc tous ces poètes qui ont utilisé la poésie pour défendre la résistance, eux-mêmes faisant partie du mouvement de la résistance, et pour s'engager contre l'idéologie nazie. Donc là, on n'est pas sur là, on est très très loin d'une représentation naïve et enfantine de la poésie. La poésie, ça peut aussi être quelque chose de très fort, de très puissant. Et on oublie aussi souvent sa difficulté. Difficultés concernant la métrique, les rythmes, la musicalité, les vers. Ouais, tout à fait. C'est un gros travail d'orfèvre. Alors surtout quand on écrivait encore de la poésie sous sa forme classique et versifiée, là vraiment travail d'orfèvre. Chaque poème demandait des heures et des heures de travail pour les poètes qui devaient, et vous sans doute souhaitez à l'époque, respecter les règles de la versification. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très 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 long, tellement il y a de règles et de contraintes diverses et variées. Et même encore aujourd'hui, où là, bon, ça n'existe, les poètes contemporains n'écrivent plus de poésie versifiée, ça n'existe plus, ça. Mais quand même, on a encore des contraintes, tout de même, notamment au niveau de la rythmique, parce que la poésie retrouve son essence musicale, qui était celle de la poésie originelle, qu'on retrouve par exemple dans la poésie antique, qui était toujours une poésie chantée. C'est-à-dire que c'est plus tard, quand est arrivée l'invention de l'imprimerie, qu'on a distingué la poésie écrite de la poésie orale, mais pendant très longtemps, il n'y avait pas de distinction entre chanson et poésie, ça n'existait pas, c'était pareil en fait. Donc la rythmique, c'est ce qu'on retrouve en fait aujourd'hui de cette tradition, et là je parle de la tradition de la poésie lyrique. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres aujourd'hui en tant que poétesse ? Alors, moi je rencontre pas beaucoup parce que j'ai la chance d'avoir une sorte de chant intérieur ou de rythmique intérieure naturelle. Donc quand j'écris des poèmes, c'est une écriture très rapide, vraiment inspirée, et la rythmique s'impose à moi naturellement. Je préfère ne pas y toucher et ne pas retravailler justement parce que j'ai peur après de faire bouger cette rythmique-là qui me vient naturellement. Donc l'écriture de poèmes pour moi est assez simple et rapide. Je travaille plus tout ce qui est de l'ordre narratif, les romans. Je me demandais plutôt les difficultés peut-être de se faire éditer. Ah oui. Là, la poésie Ça, est oui. Un petit peu délaissée dans le milieu littéraire. Oui, tout à fait. La poésie n'est pas forcément ce qui va être le plus lu aujourd'hui dans le lectorat contemporain. Quoique, moi je découvre quand même qu'il y a des grands amoureux de la poésie, mais c'est pas forcément ce qui se vend le mieux en fait. Donc évidemment, dans le marché du livre, qui est déjà un marché en soi compliqué de base, la poésie c'est vraiment le parent pauvre, c'est-à-dire qu'on va vraiment avoir beaucoup de mal à trouver des maisons d'édition qui acceptent d'éditer des recueils de poésie. On va se projeter vers l'avenir, si tu veux bien. Oui. Est-ce que tu as des projets, des idées, peut-être un nouveau livre ou un prochain livre ? Ouais, alors il y a 2 projets en cours. Il y a le manuscrit que je suis en train d'écrire actuellement, mais j'en reparlerai peut-être plus tard, on verra, qui est un essai. Et il y a le roman qui vient de paraître il y a quelques jours, le 2 juillet je crois, si je ne me trompe pas. Il vient de paraître, toujours dans la même maison d'édition, le Lys Bleu. Et le titre de ce roman, qui est un roman fantasy,
c'est Les Enfants de l'Atlantide. Est-ce que tu peux nous dévoiler l'histoire Alors oui, mais de cet je ne ouvrage? vais pas spoiler toute l'histoire, mais je vais dévoiler un petit peu. Alors déjà, c'est un roman fantasy, donc on va partir sur quelque chose de, évidemment, dans un imaginaire qui est ludique, qui nous fait rêver, qui va parler à l'enfant intérieur en nous. Où mon héroïne, qui s'appelle Roselyne, va faire des voyages, beaucoup de voyages. Elle va rencontrer beaucoup de figures, je dirais, de la sagesse universelle. Et surtout, elle va partir en quête de ses origines à elle. Et cette quête initiatique va la mener, alors qu'elle ne s'y attendait pas du tout, aux origines de l'humanité. Alors bien sûr, des origines symboliques et archétypales. Et vous avez entendu tous quelle origine archétypale principale dans le titre, puisqu'il s'agit de l'Atlantide, qui est évoquée notamment par Platon. Voilà. On peut déjà trouver ce livre Alors, sur le site, Ouais. sur d'autres plateformes? pour l'instant, alors l'édition des livres se fait en plusieurs temps. Premier temps, c'est celui de l'édition directement sur le site de la maison d'édition, c'est-à-dire le Lys Bleu. Donc là, c'est la première étape, on est dans cette étape actuelle. Et rapidement, je pense dans les jours qui viennent, donc là j'attends le mail de mon éditeur qui va me dire, mais ça devrait pas tarder, ça intervient très rapidement. Dans un premier temps sur les sites sur Internet, là dont j'ai parlé tout à l'heure. Et après le troisième temps qui prend un peu plus de temps, le temps que le distributeur fasse son travail, donc ça c'est long, parce que là il va s'adresser à de très 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 nombreuses librairies dans toute la France. Donc là c'est la version papier dans les librairies, mais là ça va prendre plus de temps. Donc tu fais des conférences aussi, Oui. régulièrement, des Oui. salons, Mhm. où tu partages avec Ouais. les personnes qui n'ont pas lu Oui. ou qui ont lu Ouais. tes œuvres. Donc ça, c'est important pour toi aussi, Oui. cette idée de Bah, rencontre. très important parce que c'est comme ça que le livre vit. Nous, en tant qu'écrivains, on écrit dans la solitude. Et après, ça nous fait plaisir de sortir de notre grotte, dans laquelle on s'est enfermé pendant plusieurs mois, pour aller à la rencontre de nos futurs lecteurs ou de ceux qui nous suivent depuis un petit moment, parce que je commence à avoir un petit réseau de lecteurs qui me suit de livre en livre et qui attend le prochain avec impatience. Et donc, dans mes conférences, eh bien, soit je rencontre de nouveaux lecteurs, c'est-à-dire des personnes qui se disent « Ah, ça m'intéresse, j'ai envie de découvrir », soit les lecteurs qui m'ont déjà lu auparavant et qui ont envie de me retrouver, en fait. Voilà. Donc, je fais régulièrement des conférences dans lesquelles je partage voilà, tout ce qui est autour de mes livres. Et la prochaine, c'est ça ta C'est question, ça. ouais. La prochaine, en fait, c'est le 30 et 31 août, parce que là, c'est l'été, hein, donc il y en a beaucoup moins. 30 et 31 août, à Fort-Calquier, dans ce magnifique lieu qui est le couvent des Cordeliers, avec l'association qui est celle de très belles personnes, qui s'appelle Harmonisation de Gaïa. Qu'est-ce qui t'anime dans l'écriture, Alors, dans la création littéraire, tout simplement? j'aime bien le verbe animer que tu as utilisé. L'animus, l'âme, c'est le souffle créateur. Vraiment le souffle créateur. Pour moi, l'écriture est un besoin vital. J'ai toujours écrit. Depuis que j'ai su écrire, j'ai commencé à écrire des petites histoires toutes petites. C'est un exutoire. Ça me permet de fuir un monde que je pourrais, comme je suis très sensible, un monde parfois difficile en fait à supporter. Et il y a une forme de fuite un peu dans un imaginaire qui me permet de retrouver l'enfant intérieur, où je me fais plaisir. C'est vraiment un souffle vital pour moi, l'écriture. Et tu as d'autres projets, tu as envie de te diversifier Oui. aussi, Ouais. de mettre en musique les poésies. Alors déjà, la diversification se trouve au niveau de la forme littéraire parce que, par exemple, le dernier manuscrit en cours a pris la forme d'un essai, donc ça n'a rien à voir avec les autres. Mais j'aime bien m'amuser à parcourir différentes formes littéraires. Et puis là, en fait, il y a un projet sur lequel j'aimerais partir depuis un petit moment. Donc là, je fais un appel, appel aux musiciens qui seraient inspirés par mes poèmes. J'aimerais bien une collaboration musicale avec un peu pas sous forme, un petit peu ce qui ressemblerait à du slam en fait.
où je pourrais lire ou même chanter, parce que je chante aussi par ailleurs des poèmes ou des extraits de poèmes avec un musicien qui m'accompagnerait. Comment on peut te contacter? Tu as des réseaux? Ouais, alors j'ai des réseaux. Vous pouvez me contacter principalement par le biais de deux réseaux principaux. C'est les deux réseaux sur lesquels j'interviens et par lesquels mes lecteurs me joignent. Je reçois assez régulièrement d'ailleurs des messages de mes lecteurs qui sont Facebook. Donc j'ai une page Facebook auteur à mon nom, tout simplement. Vous mettez Angéline Billiot et vous trouvez ma page auteur. Voilà. Et après, ma page Instagram, pareil, à mon nom, Angéline Billiot. On va terminer cette émission en musique. Oui. Malheureusement, il va falloir se quitter. Ouais, mais en musique, ça va être bien. Avec Mahalèche et la chanson Jahazi La Kalima. Pour quelle raison tu as choisi cette chanson? Alors là, c'était pour exprimer ma gratitude par rapport à l'archipel des Comores, et plus principalement à Mayotte. Alors Mahalèche est un chanteur comorien, et pourquoi Mayotte, qui fait partie d'un point de vue, je dirais, géographique, qui fait partie de l'archipel des Comores. Mayotte parce que j'y ai vécu 8 ans, et que bien entendu, c'est une source d'influence importante dans ma création et dans ma vie personnelle. J'y ai découvert notamment le soufisme, qui est un courant spirituel qui fait partie de mes sources d'inspiration et qu'on retrouve avec des poètes comme Rumi, dont je parlais tout à l'heure. Donc dans ma poésie, l'inspiration soufie est également vraiment présente. Et on trouve aussi aux Comores des chanteurs soufis, dont une chanteuse qui s'appelle Nawal. Et Mahalèche, c'est vraiment un grand coup de cœur parce que j'ai eu la chance de chanter avec lui en tant que choriste. Et puis, j'aime beaucoup son univers musical. Vous allez le découvrir, là, c'est vraiment magnifique. Jahazi La Kalima, qui est une très très belle chanson de Mahalèche. Donc j'avais envie de finir sur ce petit clin d'œil à mes amis comoriens et mahorais qui sont très chers à mon cœur. Une invitation au voyage. Et une invitation au voyage, toujours les voyages aussi dans ma vie. Merci Angéline. Merci à toi Romain. Merci d'avoir participé à cette émission, d'avoir fait découvrir ta passion, ta créativité. Merci beaucoup. Et on se voit bientôt. Avec plaisir. Se voit bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et si vous souhaitez faire un don à l'association KTB Radio, vous pouvez effectuer un don sur le site internet de KTB, donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. N'hésitez pas à télécharger l'application gratuite. C'est important, c'est gratuit depuis Play Store pour nous écouter où que vous soyez. Vous pouvez nous laisser des commentaires également sur tous nos réseaux sociaux. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été à l'écoute de ce programme. Vous venez d'écouter cette émission avec Angéline Billiot, écrivaine et poétesse des Alpes de Haute-Provence, qui a écrit 3 livres. Les enfants de Pachamama en 2020, Paroles de lumière en 2023 et Paroles du féminin sacré en 2024. Et nous nous quittons en musique avec Mahalèche et la chanson Jahazi La Kalima. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple. Je suis l'enfant de l'océan. À bord j'ai des richesses sans partage. Caribou aux veillées de nos sages. Jahazi de paroles va au gré des flots, reflétant des légendes en miroir de l'eau. Jahazi de paroles va au gré des flots, reflétant des légendes en miroir de l'eau.
Shaeka utawa ulemewa kansi weshelo wazaliwa kahutawa ulemewa kansi weshelo wazaliwa jahazi la kalima silolisha salama livingi na shahula amani tiyoisha na hudaya lidalia ana mabaharia namnangarie mnangarie mama mnangarie de port en port, je tends le lien. Laisse-toi bercer par un goma de tchatchaman. Et le vent qui gonfle ma voile redonnera des histoires d'antan. Voyage, voyage au rythme du Shigoma. Danse des esprits, esprits des miens. Des amours de Salomon le sultan et de Bilkis belle comme une fleur d'ylang. Shaeka utawa ulemewa kansi weshelo wazaliwa kahutawa ulemewa kansi weshelo wazaliwa Malusha ya suheza jimbo lijahazi lisizi na migoto ya masiwa ya lamuhauri mwezi wa dunia masiwa ya lamuhauri mwezi wa dunia jahazi la kalima silolisha salama Livingi shahula amani tiyoisha na hudaya lidalia ana mabaharia